papillons blancs qui nous apportent sur leurs ailes du passé de tendres nouvelles. Ils repartent en faire un tour, mais ils nous reviennent toujours. Les souvenirs de nos 20 ans sont de jolis papillons blancs. Bonjour Madame Roy. Je vais vous demander de vous présenter. Angèle Roy, j'ai 88 ans, j'ai 8 enfants, j'ai 24 petits-enfants et 40 arrières. J'ai même une 5e génération qui a un mois et demi. Hein, bravo! Oui. Maintenant, on a un sujet précis à traiter aujourd'hui. On va parler de l'AFEAS. Parlez-nous de la fondation de l'AFEAS. Qui l'a instaurée, puis en quelle année? Bon, l'AFEAS est née de 2 fusions. Le CED, Cercle d'économie domestique, et l'UCFR, l'Union catholique des femmes rurales. Ils se sont associés, ils ont fondé l'AFEAS, l'Association féminine d'éducation et d'action sociale. L'AFEAS est une voix des femmes, leader d'opinion incontournable, proactive et présente sur la place publique. C'était la fonction de l'AFEAS. C'est le but de l'AFEAS. Oui. C'est la voix des femmes. Oui, donner de l'autonomie aux femmes. OK. Puis on peut dire que l'AFEAS est apparue en quelle année? 1966. Alors, c'est pas nouveau. On peut dire que l'AFEAS a presque 60 ans. Oui. On a fêté le 50e. On a parlé vous avez parlé de la voix des femmes. Est-ce que cela correspondait à un besoin de ces années-là? Oui, parce que les femmes en milieu rural puis en milieu urbain n'avaient pas les mêmes choses. Disons que les femmes rurales étaient plus conservatrices des métiers anciens, le tissage, le tricotage, toutes ces choses-là, ça se faisait l'hiver. Tandis que là, en mettant les deux, nous gardions un comité rural et un comité urbain. Là, à partir de là, il y avait des femmes qui s'occupaient de ce que la FEAS proposait, puis c'était dans le but de faire de donner des droits aux femmes. Parce que je me souviens, moi, que les femmes n'avaient pas le droit de se faire opérer si le mari ne répondait pas. Oui, il fallait qu'ils signent. Oui, parce que j'ai été la première à Beauceville à être opérée parce que mon mari était en dehors. Et puis, le médecin m'avait dit, il viendra signer, il dit, ça prend sa signature. Puis, je savais que la loi était passée, ça fait que c'était... Mon fils devait avoir à peu près 5 ans. Imaginez. Il y a 55. Oui. Ça fait quelques années, hein? Oui. Si on parle, on est 60 ans plus tard, est-ce que le but visé a été atteint selon vous? Oui, mais il y a beaucoup d'instrumentalisation. Les garderies, ces choses-là ont commencé tranquillement. Je me rappelle qu'au Lac-Saint-Jean, ils avaient fait des garderies, puis ils voulaient être payés, tu sais. Les madames cultivateurs se promenaient d'une place à l'autre, puis allaient garder les petits-enfants, puis c'était du bénévole à ce moment-là. Puis quand le gouvernement a embarqué là-dedans, ben, il a dit on va faire des garderies. Remarquez que ça ne va pas toujours bien, parce qu'il en manque beaucoup, mais on continue quand même. Mais vous avez contribué à cet le apport-là. pourquoi, puis le besoin. OK. C'est surtout le besoin que les gens avaient qu'il fallait signaler. Oui. Si on parle de vos réunions, vous aviez une réunion hebdomadaire?
par mois. Par Une mois. Par mois. Mensuel. Oui. Si on parle des sujets qui étaient discutés, par exemple, on pourrait dire... Beaucoup de cours qu'on a eus à partir des réunions, tu sais, ça allait selon le besoin des femmes. Parce que les femmes, il y avait besoin des cours de couture, des cours de toutes sortes de cours, même faire à manger. Quand ils ont sorti les fours micro-ondes, là, il y a eu des cours de manger, parce que c'était pas la même chose. Il fallait qu'ils apprennent, hein? Fait que tous ces cours-là, là, moi-même, je suis allée à Montréal suivre des cours, 10 cours, toute une organisation. Oui. Je prenais l'autobus le matin ici, je montais à Thetford, l'autobus voyageur, montais à Thetford, rendu à Thetford, je la reprenais, un autre, pour monter à Montréal. J'arrivais à Montréal, il était 11h, 11h30 à peu près. Fait que c'était quelque chose, mais beaucoup d'organisations, puis ça va rapporter énormément. Je pense que la FEAS, c'est une école de vie. C'est sûrement, ben pour moi en tout cas, aujourd'hui, c'est différent. Il faut penser qu'avec la télévision, puis les cours, les filles vont à l'école jusqu'à 25 ans. En mon temps, on était à la 7e année, hein? Oui. J'étais la plus vieille en plus, ça fait qu'il y avait des bébés à tous les ans, il fallait être là pour aider. Aider, et oui. Il y avait beaucoup de... Hier, quand on discutait au téléphone, vous aviez parlé qu'il y avait comme un échange d'idées aussi. Vous avez parlé du lac Saint-Jean, puis d'un échange. Je vous laisse en parler. Oui, les femmes de cultivateurs y allaient travailler sur les fermes. C'est normal. Et puis, ils voulaient avoir un salaire, puis il n'était pas question qu'il y ait un salaire parce que c'était leur entreprise. Donc, il y a des femmes au lac Saint-Jean qui ont décidé qu'ils allaient essayer quelque chose. Les 2 fermes, les madames changeaient de ferme, puis allaient travailler là. Le monsieur les payait. Donc, l'hiver, ils pouvaient retirer du chômage. Puis, ils nous avaient bien dit que c'était pas un échange de mari, par exemple. C'était pas compris dans le deal. Mais finalement, il y avait comme un échange d'idées qui faisait avancer le sort de certains groupes de femmes. Oui, oui. Alors, je pense que l'idée a parti de là, que la femme avait le droit d'être payée, puis elle valait quelque chose aussi. Puis à partir des années, je ne peux pas dire juste, mais on avait eu une carte de guichet, une carte pour se faire un crédit. Parce que les femmes ne pouvaient pas acheter à crédit, il n'y avait pas de crédit, il n'y avait pas de relevé de crédit d'avance. Puis ils nous disaient, vous avez votre allocation familiale. Donc, achetez des souliers aux enfants, mettez-les sur votre carte, le mois d'ensuite, vous allez le payer. Ça a été le départ de l'autonomie des femmes. OK. Est-ce que c'est parti de la FEAS, oui. ça, cette idée-là? Oui. Alors, la petite carte, c'était fait avec la FEAS, puis ça n'a pas duré, ben ça a duré 10 ans à peu près. Mais c'est Parce bien. qu'après ça, il n'y en avait pas assez qui l'utilisaient. Tu sais, quand les points sortent, là, c'est celle-là avec des points. OK. Fait qu'on n'avait pas assez de membres, malgré qu'à ce moment-là, au début, on était 35 000. On est venu à 10 000. Les derniers relevés, là, on était à 10 000 dans la province. Là. Oui. Vous avez déjà été 35 000 dans les grosses années. Oui, c'est bien. Ici, on a été 135 plus qu'on était. C'est bien. On va passer à un autre sujet parce que vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie, Madame Roy. On va parler de l'atelier de tissage. Oui. L'atelier de tissage, qui l'a fondé, puis en quelle année? Puis ça correspondait à quel besoin, l'atelier de tissage? Bien, c'est qu'au début, la FEAS, on avait le droit de s'acheter, on a eu une subvention, on a acheté des métiers. À partir de là, les métiers se promenaient dans les fermes, dans les maisons. Les personnes allaient le chercher avec les chevaux l'hiver parce que ça tissait juste l'hiver. Les femmes l'été ne tissaient pas, il n'y avait pas le temps. Ils mettaient le métier dans la voiture,
Ils s'en allaient chez eux, puis rendu là, il fallait qu'ils montent le métier, parce qu'il n'y avait pas de tissu en coton dessus. Il fallait qu'ils montent tout le métier, puis faire les ouvrages. On avait droit au début à 5 semaines pour tisser. Puis après ça, il fallait leur passer à une autre, parce que ça s'attendait d'une à l'autre, là, des fois des mois de temps, hein? Parce qu'il y avait beaucoup de monde, puis les femmes tissaient beaucoup à ce moment-là. Ça fait que c'était à partir de là que l'atelier de tissage a été formé. Puis la première, je pense, c'était Jeannette Nadeau qui s'en occupait le plus, là. C'est elle qui montait un métier, c'est elle qui s'occupait des femmes quand il y avait des problèmes. Il fallait qu'elle soit là presque toujours, hein? Parce que si à un moment donné, ils cassent un fil et qu'ils ne savent pas comment, ben là, ça demande de l'aide. Oui. Avez-vous un local et quel est le matériel offert à cet atelier? On avait un local voisin de l'aréna, puis on n'offrait pas de tissu. Mettons, on vendait un petit peu de coton à des madames qui n'avaient pas, tu sais, une bobine ou deux, mais on n'a jamais fait de grosses ventes, là. On vendait nos tissus qu'on tissait. Si tu tisses une Catalone, tu peux la vendre. Si tu tisses des serviettes, tu peux les vendre aussi. Ça fait fonctionner le métier. C'était pas mal ça, là. Mais il s'en est fait énormément. Maintenant, on est rendu à l'ancienne place des ambulances. Sur la 10e avenue? Ouais, deuxième voisin de l'hôtel de ville, là. Puis on en a 10 métiers. On a 3 pour faire des couverts de lit, de grandeur un petit peu différente. Après ça, un demi-lit. Après ça, des couverts de bébé. Après ça, des linges à vaisselle, des linges de plancher, puis des nappes. Puis il y a des hivers que ça fonctionne passablement. Cet hiver, ça a été presque fermé. Le monde avait peur d'aller là. On ne peut pas y aller en même temps que les autres. Est-ce que... oui. Est-ce que vous avez déjà vu les 10 métiers en cours en même temps? Ils sont tout le temps en cours en Ah même oui? temps. Oui. Oui. Hey. Ouais. Quand un est fini, on leur monte. On achète le tissu pour leur monter. Est-ce que ce sont toujours les mêmes personnes qui font le montage? Oui. Oui, on avait Jeannette, on a perdu notre bonne, hein? Jeannette, elle a monté à plein. Madame Marie-Paul Grondin, elle s'en est occupée. Je ne sais pas comment ça faisait peut-être, c'était elle qui s'en occupait, là, mais quand on l'a déménagé à la place des ambulances, là, c'était elle qui était responsable. Puis là, vu qu'elle était malade, il a passé, j'ai repris la charge, même si je n'ai pas grande différence d'âge avec elle. Mais tant que je vais être capable, je vais essayer de... Parfois, une bonne santé, ça sert à quelque chose, hein? Faut que ça serve. Maintenant, je me permets de revenir au premier local de briques à côté de l'aréna. Je sais que le tissage a commencé là. Vous avez été là combien d'années environ à l'ancien local? Moi, d'après moi, ils ont été 15 ans comme il faut. 15 ans. Moi, j'ai souvenir que ce local-là, est-ce que vous le partagiez avec la Saint-Vincent-de-Paul? Oui, parce qu'ils avaient décidé de ramasser le linge que les gens mettaient plus, surtout pour les enfants. Les gens venaient porter ça, puis c'est Mme Nadeau qui s'en occupait. C'était en bas de ce local-là. Puis c'était là que les gens pouvaient aller chercher du linge pour les bébés, du linge. Ça avait commencé pour les tout-petits, puis en dernier, je pense qu'il y avait un peu de linge d'adulte aussi qui mettait là. Puis le monde pouvait aller se le chercher. 25 cents pour des petites camisoles de bébé, des choses comme ça, là, c'était pas cher. C'était pour aider. Nous autres, ça nous aidait aussi à payer un local. Hein. À un moment donné, on payait le local, ça fait que... Est-ce que le linge sortait régulièrement? Beaucoup, oui. Oui. Puis ils en ont même lavé à un moment donné. Les madames sont occupées de le laver. Tu sais, des fois, il y avait des morceaux qui n'étaient pas corrects. Donc, les femmes l'amenaient chez elles, puis le lavaient. Puis
Ça a fonctionné pendant quelques années. Ah oui. Ouais. Tout ça, c'est intéressant. Maintenant, on va passer à une autre étape. On va parler de vos nombreux bénévolats dans la vie. Parlez-nous de votre premier bénévolat vers 1948-47. Oui. Vous aviez quel âge à ce moment-là? 15 ans. 15 ans. Vous avez commencé à faire du bénévolat à 15 ans. Parlez-nous de ce bénévolat. Il y avait une bibliothèque au sol de l'église. Puis elle était fermée parce qu'il n'y avait pas personne qui s'en occupait. Puis à un moment donné, on l'a décidé, j'avais 2 sœurs plus jeunes que moi, qu'on allait faire le ménage là-dedans. On avait demandé ça à l'église, puis ils nous avaient dit si vous voulez vous en occuper, on vous la donne. Faites-en ce que vous voudrez, là. Puis on avait tout recouvert les livres, on avait tout numéroté ça, on avait des cahiers, c'était fonctionnel. Pas avec l'ordinateur, dans ce temps-là, on n'avait pas. Et puis, on allait à tous les dimanches, 1 heure et demie après la messe. Puis là, les gens venaient chercher des livres, puis ils venaient les reporter, puis tout se faisait là. Parce qu'on n'avait pas de loisir pour venir dans la semaine, là. Fait que le dimanche après la messe, le monde se ramassait dans les épiceries. Après la messe, c'était ouvert. Donc, le temps que les hommes flânaient et qu'ils jasaient, nous autres, on faisait notre bénévole. C'est bien. Puis après ça, on l'a fait aussi les lunchs pour les mariages. Parce que dans ce temps-là, le mariage était de bonne heure le matin. On se mariait à 8 heures. Oui. Et puis, le dîner se prenait à une place, le souper à l'autre. Ça se faisait dans les maisons. Là, on s'est mis à aller servir ces repas-là. Souvent, on allait aider le matin pour faire cuire les patates, puis ce qui restait à faire, les salades, puis ces choses-là. Puis on servait le repas, puis il avait la vaisselle après. Lors de mon arrivée à Exbreton, moi, j'ai souvent entendu votre nom au sujet de repas préparés bénévolement lors de funérailles. Parlez-nous de ça. Oui, ça a parti par la FEAS. C'était un petit gars de M. Philorome Lessard qui avait eu un gros accident de décès puis qui était décédé. Puis comme il y avait une grosse famille, ils ont dit on préparait le repas pour après le service. Donc les femmes s'étaient divisées, on apportait les patates, tout ce que ça prend, les œufs, chacune apportait chez elle pour le faire, préparer. Puis ensuite, on s'en allait à la salle d'église. Dans ces années-là, il n'y avait pas de grande salle ici. On allait à la salle d'église. La salle d'église, c'était la place pour toutes. Puis on allait faire le repas là. Puis c'était tout du bénévole. On faisait payer juste le manger. La balance. Ça veut dire que ça faisait un repas pré-funérailles, strictement la commande d'épicerie. Oui, oui. Quelques-uns en ont donné un petit peu de surplus. Souvent, je me suis fait dire, tu gardes ça pour toi, c'est toi qui s'en occupe. Mais non, on l'a toujours divisé avec nos femmes, pour lui tellement de plaisir. C'était les femmes qui étaient attitrées, tu sais, les principales. Une, elle faisait ci, l'autre, elle faisait ça. Puis ils me disaient, appelle-moi si tu as le service, parce que je veux y aller. Des fois, on se ramassait 10-12 femmes pour faire ça. C'est sûr que ça prenait pas trop de temps. Puis c'était aimer du monde, puis confortable. Un beau geste d'entraide, hein? Oui, vraiment, beaucoup. Félicitations. Puis, au début, quand on l'a parti, c'était Mme Rita Lapointe qui dirigeait. Elle était 20 ans. Puis quand elle a décidé, elle avait beaucoup mal aux jambes. Elle avait pris aussi des ménages avec son mari à l'école, à l'église. Il faisait du ménage, fait qu'elle avait laissé. Puis on ne voulait pas que ça tombe, donc on l'a continué. Puis c'est moi qui ai pris ça. Qui avait pris la charge. 20 ans. On peut dire que ça va durer 20 ans en tout? Chaque. Ça veut dire que Mme Rita Lapointe a pris ça en charge 20 ans et vous l'avez pris en charge 20 ans? Oui. Et c'est un geste d'entraide qui a duré longtemps. Puis on l'a regretté quand on l'a fermé parce que ce qui arrive, moi, dans cet hiver-là, j'avais eu mal à une jambe. Puis j'étais au 2e étage. Je m'étais dit, si je viens qu'à ne pas être capable de marcher ou de... Fait qu'on avait décidé qu'on arrêtait ça, là, à un moment donné.
Puis il y avait quelques traiteurs qui s'offraient pour le faire. Oui. Oui, sûrement. On l'a Oui. fait Maintenant, ça comme ça. ah, félicitations. Maintenant, on va passer à un geste honorifique dont vous avez eu une médaille. Parlez-nous de la médaille du gouverneur que vous avez reçue. L'an passé, le gouverneur général venait ici à Thetford. On a été au centre des congrès. Le lieutenant-gouverneur était là, puis on avait été nommé pour... c'était du bénévolat. Moi, j'ai représenté le bénévolat par la FEAS, par la municipalité, ça avait... Pour honorer votre long mandat de bénévolat au sein de la FEAS. Au sein de la FEAS. Alors, félicitations, Merci, Mme Roy. merci. Vraiment. On prend tout ça. Est-ce que vous avez fait partie de d'autres associations qui demandaient du bénévolat? Pas beaucoup en association, mais beaucoup de bénévolat dans ma famille, premièrement. J'ai bien aimé ça parce que je suis une femme de groupe. Ça fait qu'à un moment donné, je me suis mis à aller aider mes sœurs, puis mes petits-enfants, puis surtout les petits-enfants, là, c'était un moyen de communication. On va faire un lavage à une là, qui est embourbée. Tout à coup, va plier du linge sur l'autre. Puis quand j'avais de chance de jaser avec eux autres, ça nous tient plus au courant de leur vie. Puis des fois, des bébés à garder. Puis franchement, je l'ai fait beaucoup. Vous avez été présente Oui. au sein du bénévolat, puis dans votre famille. Dans la famille. On entretient ça. C'est tout à votre honneur. Merci. Maintenant, on va aborder le volet travail, parce que vous avez dû gagner votre vie aussi. Alors, vous avez toujours été très active. Parlez-nous de votre carrière sur le marché du travail. Oui, j'ai commencé à travailler quand mon fils avait 10 ans le dernier. J'ai commencé chez Françoise Menard à travailler au magasin de femmes, quand elle avait du linge de femme, tout ça. J'ai commencé chez elle à faire du ménage au départ, puis ensuite je suis venue au magasin, chez Jeannot aussi. Et puis le moulin à Cardé, j'ai fait le guide. Ensuite, j'ai dit d'autres choses. Vous m'avez parlé du service social aussi? Oui, je suis allée pendant 1 an et demi à peu près. Puis c'est parce que mon mari était allé en Alberta, puis je suis allée le rejoindre, donc j'ai laissé. Puis quand je suis revenue l'année d'ensuite, ils m'ont dit qu'il fallait que je commence à suivre des cours pour retourner sur ce travail-là. Mais un hiver, j'ai voyagé à Saint-Ferdinand tout l'hiver, 2 jours par semaine. Oui. C'était une petite madame qui avait fait une dépression, puis elle avait besoin d'aide, fait que j'y allais, puis elle avait 5 enfants. C'était du sport pas mal, surtout le trajet, parce que je n'étais pas habituée d'aller loin, puis une chance que j'avais le permis de conduire. Ça a pris du temps à revenir, par exemple. Dans ce temps-là, on ne l'avait pas à 16 ans comme aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, on a 16 ans, puis là, le char est rentré, puis attend. Vous avez travaillé dans votre vie, hein? Pas mal. Mais je pense que ça fait pas mourir. Bien, c'est une belle phrase. C'est la phrase que vous m'avez dit au téléphone hier, que j'ai appréciée. Maintenant, est-ce que vous auriez un message, une phrase que vous voudriez dire à vos concitoyens, puis que vous auriez le goût de dire? Je vais te dire, la vie c'est un écho. Ce que tu envoies te revient. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Et ce que tu vois dans les autres existe en toi. C'est une phrase qui a partout à la maison. Ça laisse à réfléchir, puis on va réfléchir là-dessus. Merci. Merci infiniment, Madame Roy. Merci. Vous connaître davantage a été enrichissant et surtout, cela permet d'apprécier la contribution tangible de ceux qui disparaissent un après l'autre, mais qui ont laissé leur empreinte dans leur communauté d'Isbretonne, et vous faites partie de celle-là. Vous avez fait votre marque, Madame Roy. Merci de votre grande générosité.
Vous êtes une grande dame remarquable. Merci beaucoup. Merci. Les souvenirs de nos amours sont des papillons de velours qui par une tacite habile en nous ont élu domicile. On les adore à l'infini, dans notre cœur ils ont leur nid.